Vananosaurus est considéré comme un membre primitif des pachycéphalosaures car il a un crâne épais et plat, ainsi que des ouvertures agrandies par rapport à d'autres pachycéphalosaures plus récents. On sait peu de choses à son sujet, mais le crâne trouvé semble provenir d'un individu adulte. On pensait autrefois que les stégocéras utilisaient leur tête pour cogner ses congénères, à la manière des béliers, le dôme épais du crâne étant utilisé pour absorber les impacts. Cette idée n'est plus aussi largement acceptée, mais certaines études suggèrent que l'os du crâne n'aurait en fait pas été assez solide pour absorber les coups à plusieurs reprises. Goiocéphale est connu pour avoir un crâne plat par opposition à un dôme plus orné que ses descendants, cela pourrait indiquer qu'il était de forme plus primitive. Homalocéphale arborait également ce crâne typiquement plat de forme triangulaire. Néanmoins, la surface du crâne était assez épaisse. Il possédait de larges hanches. Ce bassin large était un signe qu'il donnait naissance à des jeunes vivants, l'espace supplémentaire entre les hanches permettant la gestation du fœtus plus développé. D'autres hypothèses incluent l'absorption des coups dans les flancs ou la défense contre les prédateurs, même les deux ne sont pas incompatibles. La petite taille de la plupart des espèces de pachycéphalosaures et le manque d'adaptation squelettique indiquent qu'ils n'étaient pas de bons grimpeurs et qu'ils mangeaient principalement de la nourriture près du sol. On suppose qu'ils vivaient dans les montagnes sous un climat tempéré. On pense que Pachycephalosaurus était un herbivore qui vivait principalement de plantes et de fruits. Ses dents étaient incapables de mastiquer certaines feuilles les plus dures comme les autres herbivores de l'époque, de sorte que les paléontologues pensent que les plantes dont il a dû vivre devaient être molles. C'est le plus grand pachycéphalosaure connu et le crâne était court et possédait de grandes orbites arrondies tournées vers l'avant, ce qui suggère que l'animal avait une bonne vue et était capable de vision binoculaire. Stygimoloch est un genre douteux de dinosaures pachycéphalosauridés car de nombreux paléontologues sont d'avis qu'il représente un Pachycephalosaurus juvénile. En plus de cela, un autre genre nommé Dracorex a également été perçu comme un Stygimoloch encore plus jeune, et il n'est pas exclu qu'un jour Stygimoloch et Dracorex soient confirmés comme Pachycephalosaurus juvénile. Sphaerotolus diffère de tous les autres pachycéphalosauridés connus par la possession d'une barre pariétosquamosale qui diminue de profondeur latéralement comme on le voit en vue caudale et est bordée par une seule rangée de nœuds latéraux. Il est considéré comme un pachycéphalosaure hautement dérivé. Paradoxalement, Micropachycephalosaurus est l'un des plus petits dinosaures que nous connaissons, mais il porte facilement l'un des noms les plus longs. Malgré son nom et son épais toit crânien, il est aujourd'hui considéré comme un petit dinosaure cératopsien. Yinlong est le cératopsien le plus ancien et le plus primitif connu. Malgré sa petite taille et sa position bipède, les descendants de Yinlong ont évolué pour devenir d'énormes herbivores quadrupèdes comme les tricératops au Crétacé. L'ornementation squamosale du crâne est également observée dans la plupart des pachycéphalosauridés, suggérant en outre qu'eux-mêmes et les dinosaures cératopsiens partageaient des ancêtres directs communs. Charoyensaurus a vécu à la fin du Jurassique, ce qui nous indique que les dinosaures cératopsiens qui faisaient partie des formes de dinosaures dominantes à la fin du Crétacé ont leurs origines évolutives remontant au moins jusqu'à la fin du Jurassique. Psittacosaurus est l'un des genres de dinosaures les plus connus.
Les fossiles de centaines d'individus ont été collectés jusqu'à présent, y compris de nombreux squelettes complets. La plupart des classes d'âge sont représentées, du nouveau-né à l'adulte, ce qui a permis plusieurs études détaillées des taux de croissance et de la biologie reproductive du Psittacosaurus. Il avait probablement des comportements complexes, basés sur les proportions et la taille relative du cerveau. Il peut avoir été actif pendant de courtes périodes de temps pendant le jour et la nuit, et avait un sens de l'odorat et de la vision bien développé. La pigmentation conservée d'un spécimen a permis de comprendre qu'il avait une coloration contre-ombragée, probablement en raison de son habitat, des forêts denses avec peu de lumière. L'Iaosratop est intéressant pour la science à bien des égards par rapport à ses descendants plus grands et plus célèbres, car il nous en apprend plus sur l'évolution. Les dinosaures basaux sont essentiels car ils nous aident à relier différents groupes de dinosaures et à tracer des schémas évolutifs. Le nom d'Aquilo a été inspiré par la façon dont le bec se courbe vers le bas d'une manière similaire à celle d'un aigle. Chez les aigles, cette forme crochue leur permet d'arracher des lambeaux de viande à leur proie, mais les dinosaures cératopsiens comme Aquilo étaient presque certainement exclusivement herbivores. Microceratus était probablement bipède pour une plus grande mobilité. Une position bipède et une petite taille signifieraient qu'il s'agissait d'un dinosaure assez agile et rapide, des adaptations importantes car il aurait probablement été chassé par de petits théropodes. Archaeoceratops semble également mieux adapté à une posture bipède lors de la marche, bien qu'il aurait pu être autant à l'aise dans une posture quadrupède pour se nourrir de végétation basse. Quelque chose qui ne changera pas tout au long de la lignée de ces dinosaures cératopsiens. Contrairement à de nombreux cératopsiens ultérieurs, il n'avait pas de cornes, ne possédant qu'une petite bosse osseuse dépassant de l'arrière de sa tête. Coréaceratops est remarquable pour les hautes épines neurales sur ses vertèbres caudales, il semble raisonnable qu'elle aurait soutenu une queue large et comprimée latéralement, semblable à ce que l'on observe chez des animaux aquatiques. Cependant, bien que l'idée qu'il ait passé du temps à nager dans l'eau soit très plausible, une étude plus large des cératopsiens pourrait donner une explication plus communément acceptée. Certains vestiges alentours ont révélé la présence de structures en forme de plumes qui étaient certainement attachées à la queue, donnant l'impression qu'elle était encore plus grande qu'elle ne l'était réellement. Montanoceratops était un cératopsien primitif typique à bien des égards, se distinguant des espèces ultérieures par la présence de griffes, plutôt que de sabots, et en ayant des dents dans sa mâchoire supérieure, plutôt qu'un bec édenté. Il aurait utilisé son bec cératopsien pointu pour mordre les feuilles ou les aiguilles, sa dentition est longue avec une marge ventrale droite. Udanoceratops, comme tous les cératopsiens, était un herbivore. Les mâchoires courtes et profondes auraient donné à l'animal une morsure puissante, il passait peut-être plus de temps à quatre pattes afin de réduire le stress sur les hanches. C'est le plus grand leptocératopsidé connu à ce jour. Contrairement à presque tous les autres groupes de dinosaures, les crânes sont les éléments les plus couramment conservés des squelettes cératopsiens et de nombreuses espèces ne sont connues que par leur crâne. Il a été suggéré que les grands yeux de Protocératops étaient actifs pendant de courtes périodes tout au long de la journée, peut-être en réaction aux conditions arides de l'époque. Il avait une grande collerette au cou qui était probablement utilisée comme organe d'affichage pour impressionner les autres membres de son espèce. D'autres hypothèses sur sa fonction incluent la protection du cou et l'ancrage des muscles de la mâchoire, mais la fragilité de la collerette et le faible effet de levier offert par les éventuelles zones d'attache ici rendent ces idées invraisemblables. Voyager en meute a donné aux dinosaures individuels un meilleur taux de survie que de voyager seul. Les archives fossiles montrent que l'un des prédateurs auxquels ce dinosaure a dû faire face était le Vélociraptor, car des restes fossilisés de ces deux dinosaures ont été trouvés ensemble. Bagasratops a évolué plus tard mais conserve des caractéristiques plus primitives que ses parents antérieurs.
Le crâne de Tyrannoceratops portait une paire de longues cornes frontales comme celles que l'on voit chez les cératopsiens, bien qu'il semble avoir été une transition entre les cératopsiens antérieurs et les cératopsiens, et non un cératopsien lui-même. La collerette de Zuniceratops était trouée, ce qui signifie qu'elle ne devait pas être très solide, cependant les fenêtres osseuses étaient certainement recouvertes de peau. Cela rendait la collerette considérablement plus légère qu'elle ne l'aurait été si elle avait été pleine, mais n'était probablement pas une structure défensive car ces trous recouverts de peau n'auraient pas arrêté un prédateur. Au lieu de cela, il est plus probable que la collerette était destinée à être présentée à ses congénères. Le fait qu'Albertaceratops avait de grandes cornes sourcilières bien développées sur ce qui est essentiellement un crâne centrosoriné a conduit à penser qu'il est un cératopsien centrosoriné basal. Les membres ultérieurs du groupe développeront des cornes sourcilières considérablement plus réduites. Diabloceratops était un herbivore quadrupède de taille moyenne, vivant près du sol, et qui avait sur la collerette une paire de très longues cornes qui lui ont valu le nom de cornes du diable. Monoclonius est maintenant considéré comme un nomen dubium. En attendant une étude plus approfondie, la confusion taxonomique a été causée par la découverte de Centrosaurus, un genre très similaire de cératopsiens qui est connu par de bien meilleurs restes. Sinoceratops est également considéré comme un centrosoriné basal, et sa découverte a permis d'éclairer un peu plus l'évolution des cératopsiens. Malheureusement, en attendant que de matériaux fossiles supplémentaires puissent être récupérés, les reconstructions dépendent de comparaisons avec d'autres cératopsiens mieux connus. La présence d'éléments pneumatiques dans les os nasaux de Nasutoceratops est un trait unique et inconnu de tout autre cératopsien, et l'arrangement incurvé de la corne frontale en saillie horizontale est comparable à la disposition des cornes des bœufs modernes. Même s'il n'était pas très grand pour un cératopsien, Centrosaurus n'était pas petit non plus. Des restes de nombreux individus, y compris les restes de plusieurs centaines de dinosaures dans un ancien lit de rivière, indiquent qu'il était l'un des dinosaures les plus courants géographiquement et à cette époque, et se déplaçait certainement en troupeau comptant des centaines d'individus. Il a été utilisé comme base du groupe cératopsien centrosoriné. Ils sont connus pour avoir une collerette courte et une corne nasale unique, bien que certains membres aient des cornes au-dessus des yeux, ainsi que d'autres pointes qui peuvent s'étendre sur la collerette. La disposition des pointes était essentielle pour aider les paléontologues à identifier un nouveau genre de cératopsien, ce qui a permis par exemple de séparer Rubeosaurus de Styracosaurus qui ont des dispositions de cornes assez similaires. Les restes du crâne indiquent que la corne était très large à la base, bien que sa longueur soit incertaine. Les dents des cératopsiens, y compris celles du Styracosaurus, étaient disposées en groupes appelés batteries. Les dents plus anciennes du dessus étaient continuellement remplacées par les dents du dessous. Contrairement aux hadrosaures, qui avaient également des batteries dentaires, les dents des cératopsiens coupaient mais ne broyaient pas. La grande collerette du Styracosaurus a peut-être contribué à augmenter la surface corporelle pour réguler la température corporelle, de la même manière que les oreilles de l'éléphant moderne. La corne nasale d'Eniosaurus est assez inhabituelle car elle se courbe vers l'avant et pointe vers le sol, c'est bien que cette corne était une caractéristique sexuellement sélectionnée qui était la plus développée chez les individus les plus grands et les plus matures. C'était le seul cératopsien de ce lit d'os, et d'autres microfossiles de mollusques aquatiques suggèrent que le sol aurait autrefois été sous l'eau. Probablement parce que le troupeau s'est regroupé autour d'un point d'eau en diminution pendant la saison sèche, n'ayant pas été reconstitué par la pluie à temps pour sauver le troupeau. Achlousaurus peut être un genre transitoire car même s'il a deux cornes distinctes qui s'élèvent du haut sur sa collerette comme dans Zeniosaurus, il a une grande bosse nasale comme on le voit chez Pachyrhinosaurus.
Ce dernier dinosaure est devenu un favori parmi les amateurs de dinosaures cératopsiens en raison de la grande croissance osseuse appelée bosse qui est présente au-dessus de son museau. Une deuxième bosse plus petite était également présente au-dessus des yeux et est parfois proche de la bosse nasale. Il possédait encore quelques petites cornes, notamment sur les bords de la collerette. La raison de la forme très ornée de Kosmosratops semble avoir été le résultat de la vie dans un habitat restreint. Peu de temps après l'apparition des cératopsiens chasmosorinés à l'Aramidia, ils semblent s'être isolés dans les populations du nord et du sud en raison de conditions géologiques. Une barrière naturelle séparait le continent l'Aramidia en son centre. De plus, comme la collerette était un tissu assez mou, le sang Chasmosaurus devait couler dans cette zone pour émettre des couleurs plus vives, certainement en fonction des humeurs de l'animal. L'afflux sanguin faisait également naître l'idée d'un éventuel dispositif d'échange de chaleur pour la thermorégulation, le sang étant injecté dans la zone pour lui permettre de se refroidir sur une plus grande surface. Cependant, comme les grandes fenêtres n'étaient remplies que de peau, la collerette n'aurait fourni qu'une défense minimale contre un prédateur. L'habitat dans lequel vivait Agujasratops était peut-être les marais, en raison de la nature des sédiments où il a été retrouvé. Son plus grand prédateur pourrait être les crocodiles géants tels que Deinosuchus. Avec une taille supérieure approchant les 7 mètres de long, les Pentasratops avaient peu de prédateurs à craindre à l'âge adulte. Il est connu pour avoir l'une des plus grandes collerettes de ce groupe. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme ayant le plus grand crâne de tous les vertébrés terrestres. Coahuilasratops a atteint la renommée du jour au lendemain parmi les dinosaures cératopsiens parce qu'on pense qu'il a les plus longues cornes frontales de tous les membres du groupe. Ces cornes sont considérées comme un moyen d'affichage pour lui, non seulement pour reconnaître ses congénères, mais pour impressionner les individus du sexe opposé. Des études de sites fossilifères où des restes d'Anchisratops ont été trouvés ont révélé qu'ils vivaient autour des estuaires, ce qui peut expliquer pourquoi ces restes sont rares par rapport aux restes d'autres cératopsiens connus pour vivre dans des plaines ouvertes. Arinosratops vivait sur les côtes humides avec des étés chauds mais des hivers frais. Il était probablement la proie d'Albertosaurus. Il utilisait son bec cératopsien pointu pour mordre les feuilles ou les aiguilles. Son habitat était densément boisé. Regalisratops a été nommé pour sa collerette plaquée, qui, selon ses descripteurs, ressemblait un peu à une couronne. Le spécimen trouvé a reçu le surnom de « Hellboy » pour ses cornes et la difficulté de le retirer de la roche. Nommé en référence au plus célèbre Triceratops, Léotriceratops était un grand dinosaure cératopsien du Crétacé supérieur. Avec 3 mètres de long du museau à la pointe de la collerette, le crâne de celui-ci est également immense. Le crâne à la base de la corne frontale gauche a des marques de morsure qui indiquent que la corne gauche a peut-être été dans la bouche d'un prédateur comme un tyrannosaure. Torosaurus est connu pour avoir également l'un des plus grands crânes non seulement de n'importe quel dinosaure mais de n'importe quel animal terrestre. Comme pour les autres cératopsiens, la théorie de la défense n'est plus considérée comme une fonction principale, l'os de la collerette étant relativement mince et perforé de grandes ouvertures. Aujourd'hui ce genre n'est plus vraiment fiable, le Torosaurus pourrait être des Tricératops âgés. Portant une grande collerette osseuse et 3 cornes sur le crâne, et son grand corps à 4 pattes présentant des similitudes avec le rhinocéros moderne, Triceratops est l'un des dinosaures les plus reconnaissables et le cératopsien le plus connu. Mais de nombreuses caractéristiques à son sujet sont assez inconnues du public. Triceratops était probablement omnivore. Sa vie ressemblait plus à celle des ours ou des cochons modernes qu'aux rhinocéros. La plupart des cératopsiens voyageaient en troupeau, mais on ne sait pas si Triceratops lui-même était un animal solitaire ou non.
C'était l'un des derniers genres cératopsiens à apparaître avant la fin du Mésozoïque.